L'alimentation, aujourd'hui et demain, c'est sur la scène Forum, en partenariat avec Guest Online, la réservation responsable. Bonjour à toutes et à tous. On va continuer notre matinée d'exploration des horizons engagés sur la question de manger demain qu'on aborde depuis ce matin. C'est la 3e table ronde que je suis ravie d'animer. Je suis Lorraine Petit, je suis journaliste spécialiste des questions alimentaires. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier, un petit peu immersif. Donc, je suis très contente que vous soyez là parce que vous allez vivre une expérience spéciale. Je voulais, en guise d'introduction à cette table ronde qui va parler du champ des cuisines et de créativité qui naît de la contrainte, vous partager plutôt un souvenir que j'ai. Il y a quelques semaines, j'ai fait une expérience sensorielle assez marquante chez Nadia Samut, qui est ici, dans son auberge, dans le Luberon, que je vous invite tous à découvrir, qui s'appelle La Fenière, à côté de Lourmarin. Je me rappelle encore du goût de végétaux, notamment, que j'ai mangé là-bas, parce que Nadia, certains aliments ont fini par te rendre malade, et c'est de cette maladie que tu as fait une force et une créativité particulièrement poussée. Et tu as usé d'inventivité et d'audace pour créer des plats que tu puisses manger et surtout que tu puisses partager. Je me rappelle encore de cette corette potagère, la poudre qui recouvrait un petit carré d'un flanc de pois chiches qui a, selon toi, le goût du silence. Beaucoup de poésie, beaucoup de liens à la musique aussi dans ta cuisine. Ou alors celle d'un bourgeon de verveine sucrante qui m'a complètement bluffée au-dessus d'une petite tartelette à la rhubarbe. Donc plutôt que de chercher l'inspiration dans les livres, tu la trouves dans la nature. Et la nature, c'est ton champ d'exploration, ils ont ton terrain de jeu à toi, Rachel Serre, dans ton lieu de vie que tu as créé en Haute-Loire, à la Chaise-Dieu. Tu explores le lait sauvage, tu cueilles, tu sensibilises aussi au sauvage. Et c'est pour ça qu'on a imaginé un dialogue entre vous deux. Vous ne vous connaissez pas, mais vous allez apprendre à vous connaître aujourd'hui et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vous lient. À commencer par ce lien très fort à la nature, qui est source d'inspiration et de créativité. Merci à toutes les deux d'être présentes. On va commencer par une petite dégustation un petit peu spéciale. On va vous faire passer une plante que Rachel est allée cueillir ce matin dans le parc floral. On va rien vous dire là-dessus et on va laisser Rachel guider la dégustation de cette plante, qui est une plante assez commune, je crois, qu'on trouve facilement et qui apporte beaucoup. Donc en fait, il faut prendre un tout petit morceau pas de la tige, mais de la feuille, tout petit morceau, et on va faire une dégustation en conscience. Donc attendez avant de la manger si c'est pas trop tard. Attendez avant de la manger, on va l'observer, on va la sentir. Je te laisse la parole, Rachel. Alors en fait, je devais venir avec de l'Achillée millefeuille, qui est une plante qui est très particulière et qui a des signatures. Quand on observe les plantes entre guillemets dites sauvages, elles sont à leur place pour des raisons qui leur incombent. Elles ne sont pas là par hasard et elles donnent déjà une grande indication quant à leur façon d'être et qu'est-ce qu'elles vont nous offrir en fait. Et comme on est parti trop vite, on a été se balader ce matin dans le parc et je suis tombée sur cette plante dont je ne vais pas dire le nom. Il y a du sauvage partout. Il y a du sauvage partout, heureusement, même si les jardins et le parc est tout à fait magnifique. Et il est très, 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 très bien entretenu, mais le sauvage, quand même, garde sa place, ce qui, pour moi, est un gage de bonne santé. Et donc, dans cette façon d'être de cette plante, vous voyez qu'elle a des tiges qui sont immenses. Et en fait, elle a suivi le milieu, l'environnement dans lequel elle a poussé, parce que cette même plante, si elle pousse au bord d'un chemin, elle n'aura pas forcément l'obligation de monter des tiges si haut pour avoir des fleurs si hautes. Donc ça nous montre à chaque fois que le végétal, il est toujours une source d'adaptation et de réinitialiser, j'ai envie de dire, sa façon de s'exprimer. Donc je vais vous laisser goûter un tout petit bout de sa feuille, que vous allez prendre le temps, parce que c'est une feuille qui a une forte matière. Tout le monde est servi. Je veux dire, dans les 4 éléments, si on regarde les 4 éléments qui constituent un petit peu tout le vivant, on va dire que c'est une plante qui a de la terre, qui a le côté élémentaire qui est fort, et en même temps, c'est une plante qui est feu.
hein, qui est terre et feu majoritairement. Dans le travail qu'on initie, en tout cas nous à Gemnoot, dans un partenariat qui est maintenant depuis plus d'1 an avec la maison Tête d'Oie et Christian Tête d'Oie et un label éco-responsable d'Augustin de Green Food, c'est l'idée qu'en gastronomie, on arrive donc à initier à dose homéopathique la chance qu'en gastro on puisse avoir accès à des plantes sauvages, c'est-à-dire des plantes qui ont su s'installer, s'organiser et s'exprimer selon leur propre façon d'être. Voilà. Est-ce que quelqu'un connaît cette plante? Oui? C'est du plantain. C'est du plantain. On a eu la bonne réponse, il y avait peut-être d'autres. C'est le plantain lancéolé parce que des plantains, il y en a plein. Voilà. Voilà. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est amener au niveau gustatif. Donc là, il a plu et en fait, la plante a refait des petites inflorescences. Hein. C'est très beau parce qu'après, il y a, on dirait un satellite. Hein. Donc il y a cette petite truc comme un œil noir, pardon, avec des toutes petites inflorescences blanches qui sont en couronne autour. C'est des petits satellites. Et en fait, en saveur, là, vous goûtez la feuille qui est très verte. Hein. Et le petit bouton floral a un goût de champignon en fait. Hein. Donc on l'a amené donc cette partie-là se mange aussi. Ça. Ok. Là c'est de la fleur graine, hein, c'est passé. Mais c'est quand la fleur, enfin le petit bouton floral est tout petit, où on va avoir vraiment des saveurs de champignons de Paris. Okay. Voilà. Nadia, qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce que ça t'inspire cette dégustation? Est-ce que tu manges toi-même du plantain lancéolé ou pas du tout? Tu dois en avoir dans ton jardin, non? J'en utilise en fait, oui. Le psyllium est une extraction de plantain en fait. Et ça a un mucilage naturel qui va me permettre de créer le maillage, le réseau dans le pain que je vais faire ou de travailler l'élasticité de certaines céréales. Quand je vais travailler le sarrasin par exemple avec sa petite graine naturellement. Vous savez que quand on a de la farine de sarrasin, qu'on met avec de l'eau, on peut faire des galettes très naturellement. Il y a un amalgame naturel. Et effectivement, quand je goûte ça, moi au quotidien, comme tu l'as dit très justement, je suis en rapport avec la nature et je suis dans une bulle absolue et je cherche jamais à substituer les choses, mais je suis tout à fait inspirée par la texture, par le goût, par la couleur et par le moment en fait où ça vient s'exprimer et aussi par l'interaction des autres plantes que je vais trouver autour. Alors comme le disait Rachel, il y a du sauvage partout et quand le sauvage se mêle aussi à ce qu'on va faire de manière assez naturelle, nous on est évidemment en permaculture et même plus, mais on laisse les choses venir et les goûts s'entremêler. Tu peux dire un mot sur la permaculture? Peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Je dirais que c'est la culture naturelle et l'interaction naturelle des plantes. Moi, je fais sur sol vivant, donc on va nourrir le sol. On nourrit le sol pour nourrir le corps après. Donc il y a un travail assez naturel, mais notre travail, c'est de ne pas intervenir sur la culture dès que la semence est dans le sol. Et on y va, quoi. On se laisse aller. Et pareil pour la cueillette, on va faire très attention aux espaces, au moment de le faire. J'aime pas, par exemple, que mon équipe récolte trop de fleurs parce que si on ne les utilise pas, ça ne sert à rien. Je veux du vivant dans le moment. Et sinon, on les déshydrate, on les sèche et on fait toutes nos infusions ou des poudres de fleurs et des choses qu'on va utiliser en permanence. Donc on régénère tout le temps ça. Mais le plantain, pour le coup, c'est une plante qui est assez extraordinaire, qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup en France. Quand on parle de psyllium, on dit que c'est de l'extraction de plantain d'Inde ou du Japon. Donc c'est des choses qu'on a dans des magasins bio, entre guillemets, qui d'habitude viennent tapisser l'intérieur de l'intestin, les villosités, pour éviter l'inflammation alimentaire. Donc on a plein de formes de l'utiliser parce que c'est quelque chose qui est aussi régénérant pour le corps et pour nos cellules. Donc au hasard, ce matin, en choisissant le plantain, il y a quand même un lien très fort qui fait avec ta cuisine, qui est le psyllium notamment que tu utilises. Donc Rachel, dans le mille, finalement, l'aquilée... Moi, je l'utilise aussi, l'aquilée. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu peux en fait trouver ce sauvage partout. Tu te balades dans un parc, y compris en habitant Paris. Tu peux trouver ça et tu peux te connecter. Bon, on va pas manger du plantain uniquement, mais par petites touches, comment tu l'utiliserais? Le plantain, on pourrait manger du plantain en tant que plantain, je veux dire au même titre qu'on peut manger un épinard. Enfin, je vais faire une tombée de feuilles. Nous, on le travaille souvent. Alors, moi j'aime bien associer le cru et le cuit.
Et pour faire découvrir souvent des saveurs ou des goûts, c'est intéressant que dans l'assiette, il y ait les deux déclinaisons, c'est-à-dire une plante qui soit dans une forme, on va dire, assez nue, et en parallèle avoir un côté marqueur humain qui va être justement la cuisine et la façon de faire. Mais nous, le plantain, on se sert des feuilles et on fait un caviar à base de feuilles. Avec beaucoup de pétales de fleurs, parce que c'est pas juste la fleur, c'est pas du décor, hein, c'est quelque chose dans le végétal qui est une perfection, c'est-à-dire que la plante dans sa façon de s'exprimer, enfin le végétal dans sa façon de s'exprimer, par le biais de la fleur va aller jusqu'au bout, de transformer la matière et la lumière, de l'agencer. C'est super sympa quand même le végétal, hein, parce qu'il vous sort des pigments, des couleurs, de l'architecture, des saveurs, des odeurs. Qui vous touche de la tête aux pieds, hein, je veux dire de manière externe et de manière interne, très profondément. C'est-à-dire que l'architecture que vous avez dans une fleur, vous l'avez à l'intérieur de vos propres cellules. Donc effectivement, quand on se nourrit de quelque chose, c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de nourrir à l'intérieur de soi? Et surtout quand on est chef et quand on fait de la cuisine pour les autres, c'est qu'est-ce que vous allez nourrir dans votre restaurant et qu'est-ce que vous allez toucher sur un plan profond des personnes. Pas simplement dans la bouche, hein, comme on dit, que ça soit à valeur gustative, mais qu'est-ce que ça va créer, qu'est-ce que ça va générer, qu'est-ce que ça va construire ou déconstruire à l'intérieur de vous. Quand on se nourrit avec du végétal, on se nourrit de couleurs et d'architecture en premier. Voilà, c'est quelque chose de très très fort et de très puissant. Nadia, j'ai en tête un des plats que tu as servi quand je suis venue chez toi, une petite courgette toute petite que tu venais de récolter. C'était la première fois que tu la mettais au menu, avec justement beaucoup de pétales de fleurs, des physalis séchés, il y avait une petite crème d'amande je crois avec. Toi, toutes ces pétales de fleurs, c'est pas juste de la déco de fin de dressage. Qu'est-ce que ça apporte? Non, évidemment, enfin, pour moi il faut que ça apporte au-delà d'un goût, une odeur aussi, la rétro-olfaction. On n'y pense pas beaucoup parce qu'on la matérialise pas, mais quand on a l'odeur qui arrive, elle participe au goût en fait. On y pense dans le vin, quoi, quand on déguste du vin, mais finalement pas vraiment quand on mange. Complètement, en fait, la fleur, elle peut apporter. Déjà, il y a des effluves, il y a une odeur. J'ai travaillé à côté, donc cette petite crème de mélilo qui était avec les fleurs de courgette. Donc le mélilo, c'est une plante mellifère qu'on trouve dans les terres et qui a un côté un peu fève tonka. Et quand on va la monter juste un peu en température, on va avoir l'odeur qui va arriver. Donc quand le plat arrive, forcément cette odeur vient. Un peu vanillé presque. Et un peu vanillé. Et puis toutes les fleurs qui sont disposées, effectivement, apportent une architecture. Elles vont apporter du relief, mais elles vont apporter aussi des couleurs qui, aux yeux et puis à l'esprit, je vais dire, vont nourrir complètement une entièreté de choses. Oui, effectivement. Et puis en fait, ça crée des madeleines de Proust dans l'instant. Et ça crée, des marqueurs et des souvenirs qui c'est assez difficile à exprimer, mais en conscience, qui viennent poser une expérience dont on se souviendra toujours, non pas simplement par la mémoire, mais par la mémoire cellulaire. La conscience, c'est particulièrement important. Rachel, tu t'en parles beaucoup aussi, et je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu en mangeant et qu'on essaye de remettre un peu dans nos assiettes. On en parlait dans la première table ronde de la journée avec Angèle Ferremag qui parle beaucoup de cuisiner et de manger en conscience. Toi, comment tu le vis, comment tu essaies de l'exprimer, cette conscience? La conscience, en tout cas, pour nous, elle commence dans les forêts, puisque le cœur de notre travail, c'est une forêt endémique. Endémique, ça veut dire que c'est une forêt qui n'a pas été plantée, qui a su, pareil, s'organiser selon sa propre logique. Et donc, faut vraiment partir de la base par rapport à cette histoire de conscience, parce qu'en fait, c'est un mot pour moi qui veut dire beaucoup et en même temps qui est comme beaucoup maintenant des mots qui sont, on va dire, galvaudés, qui sont tellement Je t'interromps une seconde, mais c'est vrai que quand on parle avec Rachel, moi j'ai au début dû choisir mes mots. Vraiment, quand j'ai compris qu'il fallait pas que je dise tel mot, tel autre, que celui-là est galvaudé, à la fin je savais plus comment lui parler. Donc maintenant je lance des choses et puis on voit ce qui marche pas. Donc conscience, ça marche pas. Note pour plus tard. Ok Lorraine, barré. Donc conscience, je sais pas, il y a un espèce de truc égocentré sur la conscience qui, moi, me donne cette imagine de présence ou de présent. Enfin voilà, ce mot me convient mieux dans cette façon d'aborder. Mais effectivement,
Je veux dire, le fait de se nourrir, c'est le premier lien humain. C'est ce qui fait qu'on a une humanité, qu'on est en relation les uns avec les autres. Le fait de cultiver, bon, c'est une grosse passation hein, entre les ramasseurs-cueilleurs et les cultivateurs. Ça a commencé à créer des problèmes aussi. Et donc, en fait, ce passage-là de la nourriture ou de cultiver ou de ramasser et de partager, hein, il y a l'idée d'échange, de partage, c'est quelque chose qui fait que nous sommes en lien. Et en fait, on se retrouve beaucoup maintenant dans des sociétés où en fait, on se comporte, j'ai envie de dire, comme des abrutis les uns avec les autres et au travers des autres et des uns. Ça, c'est simplement, dit. Voilà, ça c'est dit. Et puis clairement dit en plus, parce que ça pourrait m'énerver même, donc je vais laisser. Mais effectivement, c'est le fait de rencontrer l'autre, parce que nous sommes en lien, qui va nous permettre de nous comporter autrement, c'est-à-dire de manière humaine. Et la nourriture est un des facteurs majeurs qui fait que nous nous mettons en lien. Nous nous mettons en lien d'abord avec la terre, le fait des gens qui cultivent, et nous sommes cultivateurs, ou en tout cas on l'a été dans toutes les générations humaines. Et nous allons nous mettre en lien par rapport à cette terre, par rapport au fait d'être sur une horizontalité de rencontres, et on va échanger des épices, on va échanger de la nourriture, on va échanger des recettes, des traditions, des cultures, etc. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, on est vraiment dans des systèmes sociétals qui font qu'on est comme en médecine, c'est-à-dire tout est chuinté, tout est coupé. C'est-à-dire vous avez je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je vais le dire quand même. Allez, vas-y, lance-toi. Je suis désolée Lorraine. Je pense qu'il y a des chefs qui cuisinent des légumes qui n'ont jamais été dans un jardin ou vu qu'est-ce que c'est une graine de panais. Une fois qu'une salade est montée, elle a une tige qui monte à 2 mètres avec des petites fleurs comme des pissenlits et qui s'envolent. Si on n'a pas ça à l'intérieur de soi, moi je ne sais pas comment on peut cuisiner une salade en fait. Et tout ce narratif, en fait, on en est tellement coupés les uns, en tout cas en milieu urbain, encore plus qu'en milieu rural, mais en milieu rural aussi. En fait, on se coupe de l'essence des choses. Et si c'est se nourrir, il faut retourner à l'essence des choses. Et il faut avoir ce narratif. Si on n'a pas ce narratif, on va se comporter de manière incorrecte, de mon point de vue. Mais comment on s'y reconnecte alors pour ceux qui n'ont pas forcément la chance d'habiter dans les cadres comme les vôtres? D'ailleurs, ensuite, j'aimerais bien que vous décriviez vraiment précisément pour tout le monde ici. Moi, j'ai eu la chance de venir chez toi, Nadia. J'ai pas encore eu la chance de venir chez toi, Rachel, mais j'adorerais. J'aimerais bien que vous décriviez à tout le monde vos lieux. À quoi ça ressemble? Merci. À quoi ça ressemble? Donner un peu une ambiance des lieux. Alors, ça va être très simple. En fait, nous, c'est une forêt. C'est une forêt avec un biotope naturel qui est le cœur de Gemnout. C'est 5 hectares de sauvage. Ton lieu s'appelle Gemnout, je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce que ça veut dire? On va s'appeler Perlimpinpin un jour. Gemnout, c'est des dieux de l'ancien panthéon égyptien. Geb est le dieu de la terre, des minéraux, des végétaux. Nout est la déesse du ciel et du firmament. Geb la terre, Nout le ciel. Voilà, et le végétal qui fait le lien entre le haut et le bas et qui est distribué sur un plan humain horizontal. Voilà. Donc nous, c'est une forêt, c'est tout simple. C'est une forêt qui est une forêt endémique avec un biotope naturel qui serait sur le plateau de la Chaise-Dieu. J'ai mis très longtemps à savoir si j'avais le droit de rentrer dans cette forêt, savoir si je pouvais installer des plantes dans cette forêt. J'ai beaucoup écouté, enfin moi ça passe beaucoup par l'oreille, ça passe par l'oreille avant les yeux, après c'est les yeux. Et c'est de savoir qu'est-ce qu'il était possiblement accepter de faire quelque chose au sein de cette forêt. Donc après, il y a eu des éclaircies, il y a eu énormément de jardins qui ont été mis avec des tas de techniques de culture différentes. Je veux dire, avec plein de systèmes inventés qui n'existent pas forcément, mais qui seraient plus, on va dire, si on est obligé de mettre un tiroir dans la permaculture et l'agroforesterie, puisqu'on est dans un milieu forestier. Tu l'as dit. Voilà, exactement. Et donc, en fait, c'est aussi toutes ces choses qui n'existent pas que nous nous devons maintenant d'être créateurs, là aussi, sur un plan, entre guillemets, agronomique et agricole. Comment on s'insère ou pas, sans être dominant, sans te dire j'ai envie de faire un champ de je sais pas quoi. Donc en tout cas, c'est pas le but dans ce lieu-là. Et en même temps, on travaille énormément ce qu'on appelle les plantes, pour moi, qui n'existent pas, dites exogènes. C'est-à-dire qu'on travaille sur du sorgho depuis 3 ans. On travaille sur des plantes qui viennent Inde, Afrique et Asie.
pour avoir un petit peu d'avance sur demain, parce que ça fait 40 ans que moi je suis sur cet endroit. Et en fait, les 5 dernières années, ça a énormément changé. Donc il y a nécessité d'être très anticipateur et d'être sensitif pour savoir, ok, là c'est bien de mettre du sorgho, du mil ou de l'ashwagandha. Enfin voilà, je veux dire, il faut bouger plus vite. Et on est très lent et le végétal va très vite. C'est encore quelque chose qui vous lie avec Nadia, ces expérimentations aussi. Le sorgho, je ne sais pas si le sorgho en particulier ou si c'était du fonio aussi. Du sorgho aussi. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que tu fais. Tu fais des expérimentations aussi avec des écoles agronomiques, agricoles même en fait, avec les lycées agricoles. Moi, je suis au centre du Luberon, dans le sud du Luberon. J'ai un lieu qui s'appelle l'Auberge La Fenière, qui existe depuis 47 ans. Je suis la 3e génération de femmes chefs dans cette maison. Ça a commencé par ma grand-mère. Donc je suis vraiment sur mon lieu de vie et sur ma source, l'ancrage parfait. Je suis née là-bas. Et j'ai repris cette maison avec mon compagnon en 2015 pour la simple et bonne raison que je pensais que mes parents devaient aussi à un moment donné voir autre chose et m'avaient beaucoup transmis, et je trouvais que c'était important de retrouver de l'air. Ma mère avait été chef depuis 47 ans, donc c'est quand même beaucoup, et j'avais envie de la voir s'épanouir dans autre chose, et j'avais envie de pouvoir aussi partager avec elle ce qu'elle avait fait dans cette cuisine et ce qu'elle avait fait sur notre territoire. Et quand j'ai repris cet établissement, je me suis dit, bon, on est sur une propriété qui fait 8 hectares, en lisière de forêt, avec un grand potager, et puis aujourd'hui un projet qui se développe, puisque j'ai créé aussi une fondation et d'autres choses, et du coup on est là juste pour ouvrir ce lieu et en faire un toit de transmission d'aujourd'hui et de demain sur nourrir. Donc depuis tout à l'heure vous parlez de nourriture et de nourrir, et moi je me qualifie d'ailleurs de nourricière et pas de chef de cuisine, parce que je suis arrivée dans la cuisine pour nourrir. D'abord pour me nourrir parce que j'avais des problèmes de santé, mais pour nourrir l'autre en conscience, en réfléchissant justement aux enjeux majeurs de la société dans laquelle on vit, au goût des choses, parce que je pense que si on ne transmet pas le goût d'un sorgho, d'un psyllium, enfin d'un plantain ou d'autres choses, en fait on ne le connaît pas et on ne peut pas être guidé sur le plaisir que l'on va avoir à le faire. Donc effectivement aujourd'hui je travaille avec les lycées agricoles pour retravailler des filières, régénérer les sols et donner la possibilité aux agriculteurs avec lesquels je travaille d'ouvrir ces voies et d'avoir envie de le faire et d'être nourris justement ensemble sur quelle est l'alimentation du présent, et donc puisqu'on construit le futur dans le présent, quelle sera celle d'après. Donc on a planté du pois chiche. Cette année, on a fait 12 tonnes de pois chiche sur un lycée agricole, mais mon travail, c'est de travailler avec de nombreux lycées agricoles de territoire en France. Et quand je travaille avec 60 élèves, c'est 60 familles qui vont voir les choses autrement et qui font évoluer leur vision et qui viennent collaborer en fait et co-créer avec nous. Et puis cette année, c'était le sorgho et le millet. Et puis on continue sur beaucoup de choses, et effectivement l'ashwagandha aussi d'ailleurs. Mais voilà, et tout simplement derrière ça, je vais chercher des goûts. Je vais extraire la plante, je vais faire de l'extraction pour faire un jus végétal. Et puis on va ramasser à pleine maturité tous ces ingrédients et on va les transformer dans leur pleine maturité pour les utiliser tout au long de l'année et avoir ces goûts comme des notes. Tu parles de son, moi la cuisine pour moi c'est vraiment juste des notes, et enfin juste énormément de notes extraordinaires et qui doivent faire cette symphonie. Et donc tous les gens qui collaborent à mes côtés, qui sont pas simplement dans mes cuisines, j'aime pas du tout dire ça, qui sont dans ce lieu de vie et ce lieu de régénération, on y travaille tous ensemble de manière très forte, parce qu'on n'est pas tous évolués de la même façon sur notre chemin. Mais moi, je suis là pour orchestrer et donner l'envie d'y croire et de comprendre et d'être guidé par ce végétal et cet élément naturel. Et donc, j'ai des collaborateurs qui sont nourriciers à mes côtés. Et donc, on est tous de cette façon-là. Ouais. Justement, Rachel, le lien avec les collaborateurs, la formation et la sensibilisation, c'est quelque chose que tu développes, tu le disais, avec le chef Christian Tête-Doigt et ses équipes, qui partaient, je crois, d'un peu loin sur ces sujets. Et quand tu es arrivé au milieu de leur cuisine, qui te regardaient avec des yeux ronds comme ça en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte la première fois, puis qui se sont dit ah oui tiens j'ai goûté quelque chose avec Rachel, hop, et qui ont fini par eux-mêmes, je crois qu'ils sont venus chez toi
Et toi, tu y vas régulièrement pour leur montrer des plantes. Et donc, ça fait ce lien aussi, cette transmission. Et vous allez aller plus loin, je crois, dans la formation, c'est ça? Ouais, ça a été en tout cas une relation, on va dire, de cœur avec Christian. Christian Tête d'Oie, qui est un chef étoilé à Lyon d'ailleurs. Voilà, de la maison Tête d'Oie. Et donc en fait, c'est comment sortir du connu pour trouver une espèce de chaos et d'instabilité, pour lâcher un peu des choses et retrouver des espaces intérieurs qui retouchent des zones de créativité. Donc on va dire que le préalable, c'est que dans toutes les écoles, on est là pour apprendre souvent des techniques. Et c'est de se poser la question, à un moment donné, en fait, les techniques, elles sont au service de quoi? Si la technique est au service de la technique, ça ne va pas être très joyeux, enfin, de mon point de vue, et très vivant. C'est ce qu'on retrouve dans tous les grands thèmes, que ce soit l'agriculture, elle est technique, mais elle a perdu son âme. Et en gastro, effectivement, on a des très grandes performances de technique et d'élaboration et de trucs magnifiques. Mais en tout cas, moi, il me manquait un truc. Donc le fait de se rencontrer avec Christian, c'est de manière très concrète, c'est-à-dire je travaille toutes les semaines avec les chefs pour leur amener ce que moi j'appelle du narratif. C'est-à-dire, ça c'est du narratif. À la limite, je pourrais poser ça et m'en aller. Et je reviens la semaine prochaine pour relever les copies. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué en eux? Etc. Donc je fais pas ça, je fais un peu autrement. Mais en fait, j'amène un déhanchement, j'ai envie de dire, pour moi, sur des choses que, je veux dire, si on reste dans du connu, on ne va pas bouger. Donc le fait simplement d'être en relation, par exemple, avec de l'aquilée, je veux dire, quand on n'a jamais rencontré l'aquilée, qui pousse toujours au bord des chemins, c'est une anti-hémorragique, elle donne cette signature-là déjà simplement par le fait là où elle est. Vous ouvrez une terre, elle est là, c'est une tonique amère, enfin bref, c'est une panacée pratiquement l'aquilée. Et donc, en fait, le fait de raconter tout ça et de rentrer pas juste sur le côté superficiel, mais d'aller un peu en profondeur, c'est-à-dire de vraiment décortiquer un peu les goûts, qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de soi. Petit à petit, à force de mettre ce narratif à l'intérieur de tout le monde, ça permet, et là pour moi c'est juste magnifique, c'est-à-dire que comme les menus changent à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois, chaque fois on va avoir les 3 thèmes que je fais travailler, c'est-à-dire la notion de couleur, puisque souvent on va commencer par se nourrir par le visuel, par la couleur qu'on va absorber, par le fait qu'il y ait du sauvage mais qu'il soit à sa juste place, qu'il ne soit pas du tout là pour remplacer du cultivé, sinon l'homme il est tellement prédateur que si on dit plus d'épinards on met de l'ortie, en 3 ans il n'y a plus d'ortie sur la planète, donc ça serait dommage. Et en même temps cet état de santé, c'est-à-dire que selon le type de cuisine, les matières premières qu'on va employer, on va déséquilibrer certains systèmes, et simplement avec des plantes dites médicinales ou aromatiques, on peut tout à fait rééquilibrer dans la même assiette. Donc c'est pas un truc pour faire joli, mais c'est quelque chose qui a un grand sens. Voilà. Avant de vous passer la parole et de faire un petit échange avec vous, j'ai une petite question, un petit quiz, parce que j'adore ça. J'ai une citation et vous devez trouver de qui elle est. Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Qui a dit ça? C'est pas facile, j'avoue. Une idée, mesdames? C'est Baudelaire qui a dit ça. C'est Baudelaire, donc qu'est-ce que ça t'inspire, Nadia, la créativité qui jaillit de la contrainte? Toi, tu l'as vécu, tu l'as dans ton corps. Comment t'as contourné cette contrainte? Moi, c'est dans mon ADN. Donc, en fait, je me suis absolument pas posé de questions. Vivre, c'est pas survivre. Donc, je suis allée chercher dans mon ADN la quintessence de ce que je suis, sans me comparer à qui que ce soit. Pour la petite chose, je mange pas de blé, donc pas de gluten. Voilà. Ça peut être une mode dans une ville comme Paris, mais c'est surtout une vie quand on a une problématique. Et moi, ce que je trouve assez génial, c'est la maladie cœliaque. C'est la maladie cœliaque, mais c'est aller chercher justement l'écosystème dans lequel on vit, quoi. Et le pois chiche, c'est pas du blé, c'est du pois chiche et il est extraordinaire. Et donc moi, je suis allée de manière très résiliente créer mon monde que j'appelle un monde au goût meilleur, qui a de cesse que
de remettre en question tous ces enjeux-là et d'aller choisir l'ingrédient qui vibre et qui nous met dans une émotion vivante, positive, sans utopie, mais qui est particulièrement précis aussi dans mon travail, évidemment. J'ai amené mon moulin qui est juste à côté sur le stand, pas loin, et les farines également pour vous exprimer aussi cette importance. Quand je vais moudre du pois chiche et que je suis sur un pois chiche très frais, on a un goût particulier de ce pois chiche-là. Je vais en faire un lait de pois chiche et de ce lait de pois chiche, je vais en faire une glace au lait de pois chiche et elle n'aura ce goût-là que si tout est vivant sur la route, quoi. Il y a quand même une passion pois chiche, voilà. Il faut l'avouer. Le pois chiche, en aussi. fait, on peut, voilà, mon entreprise s'appelle Commensal et j'ai fait tout ce travail autour du pois chiche, non seulement sur d'autres trucs, mais le pois chiche, il faut quand même savoir que si on devait planter quelque chose aujourd'hui, là, tout de suite, c'est quand même ça, quoi. Et derrière, il faut planter du pois chiche. Voilà, il faut aller penser appel. au carnet de rotation derrière. Le sorgho est une bonne rotation sur le pois chiche, d'ailleurs, mais il faut penser à ça. Enfin, il faut comprendre que le goût de la conscience, c'est quand même très particulier et c'est du domaine de l'exceptionnel. Donc on a de la chance. Donc le goût de l'instant présent, il est sublissime. Tu sais que j'ai compris le nom de ta marque aujourd'hui même. Ça fait un moment que je la connaissais, mais c'était pas encore monté complètement au cerveau. Commensal, la commensalité, ça veut dire le partage. Voilà. Et dans le Luberon, en fait, les commensales, ce sont les confréries d'agriculteurs. Et comme Commensal est un projet d'agriculture avant tout, c'était un clin d'œil aux deux choses. La première, c'est qu'on peut tous partager à table et il n'y a pas de problème de stigmatisation. C'est Claude Fischler, qui est sociologue de l'alimentation, qui a dit ce mot aujourd'hui. J'ai fait, mais bien sûr, c'est donc ça. Ça vient aussi de nombreuses lectures que j'ai eues quand j'étais à l'hôpital pendant mes 2 ans compliqués et que je lisais beaucoup Claude Fischler. Voilà, tout est lié. J'ai envie de vous partager la parole. Est-ce que vous avez des commentaires, des réactions à faire sur ce que vous avez entendu ? Tout le monde est un petit peu endormi juste avant le repas. Merci. À un moment, vous avez parlé de l'ortie, qu'il ne faudrait pas qu'on cueille toutes les orties parce qu'il n'y en aurait plus dans 3 ans. Vous parliez de ne pas trop prélever en fait des plantes sauvages. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est à la mode. On cueille un peu de façon sauvage les plantes sauvages. Et peut-être c'est un point qu'on peut développer. Comment on peut équilibrer entre maraîchage, sauvage, cueillette. Je dirais que déjà ça va s'équilibrer de manière assez tranquille parce qu'on va dire qu'il y a plutôt 80% de gens qui vivent en milieu urbain. Donc déjà ça fait du tri et c'est une bonne chose. Après je dirais que là où on est, nous on est en Haute-Loire, on est à 1100 mètres d'altitude. Donc ça a fait du vide sur tout ce qui est grande culture. Donc c'est un milieu entre guillemets, j'ai envie de dire préservé de manière spontanée. Et on a la chance encore d'avoir des zones qui restent sauvages, même si avec les politiques agricoles, notamment la PAC, où on va avoir moi j'ai vu les dernières prairies sauvages naturelles qui ont été élaborées cette année. Voilà, donc on est loin du compte, mais en même temps sur le cœur du travail qui est 5 hectares de forêt endémique, il y a d'autres zones où on a aussi des grandes cultures, encore sur du blé, même si pour moi c'est une... Je suis désolée, hein, je ne vais pas parler comme ça, parce que j'ai multiplié un peu plus de 250 variétés de blé qui venaient du monde entier, simplement pour voir comment il se réveillait, comment il se révélait, comment il arrivait à s'exprimer sur un sol qui n'était pas le sien. Pour moi, c'est obsolète, en tout cas, dans ma vision alimentaire et culinaire. Mais en tout cas, il m'a beaucoup appris. Et donc, on a quelques hectares sur des grandes cultures extérieures à ce cœur de travail. Et en même temps, il y a des zones, ce que moi j'appelle des zones tampons, où en fait c'est des milieux sauvages dans lesquels il est absolument pour moi interdit d'intervenir. Qu'il y ait un arbre qui tombe ou quoi que ce soit, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas intervenir. Donc c'est des moyens, mais ça je pense que ça devrait être vraiment appliqué sur un plan politique, au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, c'est-à-dire que c'est au minima, je veux dire que ce côté excessivement prédateur de l'homme, qui a toujours besoin de s'accaparer les choses et que ça soit rentable d'une manière ou d'une autre. Et le sauvage, si on dérape,
on le sait, c'est au Brésil, enfin, je dis en Amérique du Sud, en Afrique, on sait ce que ça fait. Voilà. Donc tu es pour avoir des réserves en fait, de biodiversité complètement sous cloche, quoi. Exactement, c'est-à-dire c'est stop, point barre, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question, participation? Bon, pendant que vous réfléchissez à votre prochaine question, moi j'en ai une. Nadia, j'ai entendu ton intervention dans un podcast récent de Agir pour le vivant, où tu disais que la résilience c'est quelque chose de très féminin. Ça m'a interpellée. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, je m'étais jamais interrogée sur cette chose-là, et on m'a posé la question, et je me suis dit, effectivement, j'ai l'impression que on est lié viscéralement à toujours essayer de trouver des solutions naturelles aux problématiques, ce que parfois je trouve que d'autres construisent. Je savais pas de différence de genre, mais je l'ai ressenti et je l'ai compris après. Et la résilience, je la trouve, oui, effectivement, très féminine, certainement issue de cette nature. Et je trouve qu'on se laisse guider pour aller chercher la solution sur le chemin, pour essayer d'écouter la justesse et pour pas surconstruire parfois des solutions. Voilà, moi ça a été ma problématique, mais je l'observe au quotidien en fait. Et oui, cette analyse est venue comme ça. Je me suis dit oui, effectivement, la résilience c'est quand même quelque chose d'assez féminin. Tu es d'accord avec ça, Rachel? Ah bah oui. Ouais, je pense tout à fait. En fait, je pense que c'est un état, mais en même temps, alors ça c'est personnel, mais pour moi le féminin n'est pas associé au côté genré. Voilà. Hein. C'est ce féminin qu'on porte en nous qui nous laisse cette... j'ai envie de dire, pour moi, c'est un espace de liberté et c'est un espace de no man's land qui nous donne les coups des franches et les mains libres. Et en fait, on l'a autant en tant qu'homme ou en tant que femme sexuée, mais en fait, c'est ce féminin qui est débridé, qu'on peut laisser se... Et donc, il est réparateur. Par essence, il est réparateur et il est constructeur et il est initiateur. Et il est leader. Voilà. Disons-le. Il y avait aussi cette notion de... Tu veux rajouter quelque chose, Nadia? Vas-y. En fait, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport aux questions que tu posais et qu'on n'avait pas beaucoup de questions. Je voulais vous dire juste d'être curieux, tout simplement, parce que la nature, elle est assez exceptionnelle et il faut simplement y prendre du temps. Alors le temps, on nous dit toujours les gens n'ont pas de temps, mais bon, ça, il faut arrêter de le dire en fait. Vivre, il faut ressentir les choses, comprendre. On parlait de l'Aquilée. Nous, on fait par exemple un kéfir d'Aquilée qui vient faire un tonique, donc du coup, de par son côté, sa belle amertume, etc. Et le ressentir, le percevoir, c'est porter un peu d'attention et d'intention dans les choses que l'on fait. Donc si on parle de végétal depuis tout à l'heure et de choses comme ça, parce qu'on y a passé beaucoup de temps, et c'est pas... moi, je suis quand même chef d'orchestre, entrepreneur. J'ai beaucoup de d'un restaurant de étoilé, d'ailleurs. Je l'ai pas dit, mais c'est c'est quand même particulièrement exigeant dans le... Mais tout est exigeant en plus, moi, dans ma vision des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je porte l'intention et l'attention aux choses, je vais chercher la subtilité. Et on peut tous le faire. Parce qu'on peut tous arrêter un peu le temps et juste percevoir. Donc nous, on raconte plein de choses, mais pour nous, c'est d'une évidence absolue parce que ça fait partie de notre manière de vivre. Mais vous, pour le percevoir, il faut juste arrêter un peu les choses et s'abandonner à cette subtilité. Voilà. Ouvrir un peu, s'ouvrir un peu. Madame, Ça a généré une question, c'est formidable. Vous avez beaucoup parlé de narratif et Nadia vient d'évoquer quelque chose aussi dans la même veine. Et moi, ça me donne envie d'entendre encore une histoire. Est-ce que vous en auriez encore une, s'il vous plaît? Des histoires, je pense qu'on en a toutes les deux des tonnes. Mais après, à quelle histoire? Qui partirait d'une plante? Une histoire de plante. Une histoire de plante? Je peux vous raconter l'histoire de l'ornithogale. Parfait. Allons sur l'ornithogale qui ressemble à une asperge sauvage, c'est ça? Non, pas celle-là. C'est l'ornithogale, la toute petite, en fait, qui a 6 pétales, qui est construite sur le 6, sur l'étoile de David. Et donc c'était...
Exactement. Et donc c'est sur la grande terrasse en fait sur laquelle on est, donc qui était encore avec beaucoup de hêtres et beaucoup de houx, beaucoup de ronces, etc. Et donc en fait comme moi j'ai aussi commencé en même temps que de porter un regard ou une curiosité sur l'alimentation, à qu'est-ce que ça touchait, comment ça fonctionnait. En même temps, en parallèle, je travaillais sur du soin, parce que j'accompagne aussi les gens là-dedans. Et donc, les premières choses que j'ai faites, c'est des élixirs, mais il y a de ça 30 ans. Et... T'es un peu une druidesse, non? Non, arrêtez. Pourquoi? Je suis poissonnière. Et donc en fait, j'ai découvert cette petite ornithogale qui a poussé sur un endroit, parce que quand on passe dans une forêt, généralement on est un peu comme les vaches, on a tendance à repasser un peu au même endroit parce qu'en plus ça pique, il y avait des ronces, etc. Et du coup j'ai remarqué cette petite fleur et puis je l'ai regardée, mais je ne savais pas exactement ce que c'est parce qu'en fait je n'ai aucune connaissance botanique et ça a été un truc avant que je voulais pas. C'est-à-dire que je me suis dit, si je commence à décortiquer une plante, à avoir son nom en latin, sa famille, si elle a des étamines, des aisselles, du poil en dessous de ça, j'ai dit stop, je veux rencontrer en fait. Donc j'ai décidé que je ne voulais pas. Donc j'ai vu ce truc qui était tout petit justement, complètement incroyable, mais comme tu fais plein de trucs, en fait tu passes et tu repasses. Et du coup, dans la même... Je rigole pas, c'est sérieux. Je veux dire, dans la même année, enfin, je veux dire, en une semaine, ça s'est passé ce que je vais vous raconter. Elle a été à gauche. En fait, c'est-à-dire, quand tu passais, elle était à droite. Et puis, 3 jours après, tu as un petit touffe qui est sorti à gauche. Tu fais, OK, je t'ai vu, je vais m'arrêter et te regarder. Mais tu continues à faire l'andouille, à continuer à faire ce que tu veux faire. Elle s'est mise au milieu du chemin. Donc là, j'ai regardé, j'ai compris qui c'était. J'ai fait un élixir avec l'ornithogale... petite croix de David. Voilà. Belle histoire. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière très rapide question, si vous en avez? Bonjour. J'ai beaucoup aimé votre phrase de Baudelaire qu'on utilise à plein escient dans beaucoup de domaines, notamment dans la communication. Je reviens sur... ce que vous disiez sur les plantes. J'ai eu la chance d'interviewer il n'y a pas très longtemps dans un salon littéraire une autrice, désolé j'ai oublié le nom, et puis comme il n'y a pas de réseau ici, je ne peux pas retrouver son titre, mais en tout cas qui a sorti un livre qui s'appelle la légumothérapie, où elle est arrivée à recenser comme ça plus d'1 millier de légumes. Donc elle est allée chercher, un petit peu comme vous allez là dans le parc chercher des plantes méconnues ou qu'on n'utilise pas. Elle est allée également chercher des légumes comme ça qui sont inconnus, en tout cas qui méritent à être connus. Est-ce que la porte de sortie alimentaire, elle n'est pas finalement végétale avec les plantes, avec les légumes, et on devrait non pas parler d'évolution, mais de révolution, parce qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, qu'on change nos habitudes alimentaires et qu'on aille vers justement, retourner aux sources. J'ai vécu à La Réunion, j'ai beaucoup mangé de plats malgaches. Là-bas, le romazaf, qui est le plat principal, voilà, c'est des breads, c'est des feuilles. Pour ma part, je pense que c'est une évidence, en tout cas, qu'on ne doit pas dire, qu'on ne doit pas simplement juste se dire, bon, ça n'est que du légume ou ça n'est que du végétal. C'est l'immensité, le végétal, c'est le grand. Donc je pense qu'on peut lui mettre une note magique et venir y travailler, aussi révéler nos sens au travers de ça, en tout cas en cuisine, et donner l'envie aussi d'échanger dessus, parce que en fait historiquement les gens travaillaient ces herbes, ces légumes, ces choses comme ça. Et c'est pas nouveau en fait. On s'intéresse à ce qu'on a et à cette nature environnante, au fait qu'effectivement il ne faille pas non plus ramasser pour oublier après et faire disparaître. Et c'est encore ce que vous dites là, et finalement c'est de l'attention et de l'intention. Mais le végétal, c'est la nature de plein fouet, et c'est donc tout le respect qu'on va devoir mettre autour qui est essentiel, parce que si on ne le respecte pas, eh ben ça marche pas. Et c'est là qu'on est vraiment confronté à la nature réellement. Et moi je vais te dire un truc, dans les assaisonnements par exemple, on ne peut pas s'imposer dans le végétal. Il faut le suivre et il faut être guidé. Et en fait, si on le sature, il n'a plus d'existence, il n'est plus là. Sa cuisson ou son traitement, il doit être juste, parce que sinon on oublie tout. On perd sa fibre, on perd son goût,
on perd sa texture et en fait on n'a pas la belle expérience, quoi. Donc en fait c'est une leçon de vie, hein, le végétal, complètement. Et d'ailleurs vous parliez de révolution, moi je parlerai de révolution. Ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les deux d'être venues, d'avoir apporté cette sensibilité sur Omnivore, d'être venues de loin d'ailleurs. C'est particulièrement précieux d'avoir votre témoignage. Merci à tous les deux.